Bonsoir tout le monde, c'est Phénotix Evolution, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve pour un live très important sur les sciences cognitives, la genèse du contrôle. Vous allez voir, c'est très élaboré, ça a été investigué. Bonsoir, donc je vais saluer rapidement les gens qui arrivent pendant 2 minutes à peu près. Donc bonsoir Toto Soso, Michael, Atlas, Lemaître, Wizard, Amilcar, yo la team éclairée, plein phare, yeux ouverts, et je sais que ce live va encore être du très lourd. En effet, celui-ci va être vraiment concret sur les sciences cognitives, sur le monde qui nous entoure. N'hésitez pas à le partager autour de vous afin qu'on soit un maximum. Donc je vais attendre 1 à 2 minutes le temps qu'il y ait du monde qui arrive, d'accord? Je vois pour l'instant on est une quinzaine à peu près. Bonsoir Georgia, Zillard Productions, bonsoir. Et d'ici 1 à 2 minutes, on va commencer sur ce sujet très important qui nous impacte tous, qu'on le veuille ou non. Il est présent partout, que ce soit dans le commerce, que ce soit justement dans l'informatique, que ce soit au niveau des sectes, du radicalisme, etc. On va voir tout ça ensemble. Bonsoir Jenska, Virginie, bonsoir, bienvenue. Donc encore 30 secondes, je salue et après on commence. Bonsoir Antoinette France. Rika, 33, en effet, oui, ça monte petit à petit. Bonsoir à toi. Et logiquement, voilà, après, il y a du people qui va se ramener. J'ai pas choisi le même horaire que d'habitude, mais c'est fait exprès parce que le sujet est énorme. Bonsoir Indigo. N'hésitez pas à pousser, partager. On va attendre encore quelques personnes qui arrivent, quelques arrivants, puis on va pouvoir commencer. Donc, c'est un sujet qui, voilà, qui est plutôt important dans notre compréhension du monde, dans aussi les événements qui se passent. Et bien entendu, dans la société en général. Pas que la France, pas que la Belgique, pas que les États-Unis, non, c'est le monde entier qui use de ces sciences cognitives. Vous allez le voir comment. Bonsoir à toi, SMK. Paix sur vous tous. Amen. Jeff, bonsoir. Donc on va commencer. Tant pis, c'est pas grave. Pour une fois, il y a un peu moins de monde, mais ça va venir après. Donc, on va parler du sujet des sciences cognitives. On va expliquer ce qu'est les sciences cognitives et on va le décomposer. Donc les sciences cognitives, ça porte sur la manière dont les connaissances se construisent, s'utilisent et se transmettent. L'approche des sciences cognitives est pluridisciplinaire, donc c'est-à-dire voilà, elle est à travers plusieurs champs, avec un versant théorique et un versant expérimental. La définition des sciences cognitives est complexe à établir car il s'agit d'un champ vaste aux applications pratiques multiples. Donc qu'est-ce que les sciences cognitives? D'un point de vue étymologique, le terme cognition vient du latin cognosco, cognoscere et cognitium. Ce verbe peut se traduire par savoir, comprendre ou connaître. En fait, les sciences cognitives étudient les mécanismes de la pensée, humaine, animale ou artificielle, pour expliquer les fonctionnements de l'esprit humain. Les sciences cognitives exploitent les données transmises par plusieurs sous-disciplines, la neuroscience, la linguistique, l'anthropologie, la philosophie, la psychologie et l'intelligence artificielle. Sur cette base, le cogniticien travaille sur la compréhension de différents phénomènes tels que le langage, la mémoire, l'attention, les perceptions ou encore le raisonnement. Habituellement, c'est comme ça que ça vous est présenté. Donc une partie éducation, linguistique, notamment avec Noam Chomsky qu'on reverra un peu après, neurosciences, philosophie, psychologie, anthropologie, intelligence artificielle, informatique. Mais moi, je veux l'aborder d'une façon différente, dans sa globalité. Donc des sciences cognitives, on va voir qu'est-ce que la conscience, le subconscient, de là comment les sectes avec le mentalisme notamment fonctionnent et comment en fait ces sectes ou autres, même la société en général, hein, par les informations, par la vision du monde, amènent à donc un radicalisme, un extrémisme et voire au terrorisme. Du mentalisme, on va également voir Wilhelm Wundt, d'accord, ce qu'il a fait. Le projet MK Ultra, très important. La psychanalyse de Freud, Karl Popper, qui remet justement comment dirais-je, en considération la psychanalyse de Freud, le comportementalisme, ce que c'est, et notamment l'expérience de John Bradus Watson, la linguistique, les neurosciences et ce qu'est le connexionnisme, l'intelligence artificielle et les réseaux de neurones. Pour commencer, j'ai choisi une partie de ce livre qui s'appelle Mutation de la guerre psychologique de François Géré. Je vais vite fait voir le chat très rapidement pour saluer ceux qui viennent d'arriver et on va continuer, vous allez voir. Donc bonsoir Desglingos,
Il y en a 2 du coup, donc bonsoir aux 2, Mouni, Favorite, Pascal, Faniri, BBZen, et cetera. Anti-système. C'est parti. Donc, alors attendez que je retourne. Voilà. Agir sur l'esprit de l'adversaire, soit pour le tromper, soit pour l'amener à renoncer à toute résistance, constitue le but ultime de toute action stratégique. Les armes productrices d'effets de destruction physique servent cet objectif. La destruction est rarement une fin en soi, sauf si le but est l'anéantissement politique de l'ennemi, voire sa liquidation en tant que peuple. Dans ces conditions, l'usage de moyens purement psychologiques vise à obtenir les infléchissements de la volonté que l'on souhaite obtenir. Le psychisme, donc qui est la santé mentale, individuelle et collective, constitue un terrain de lutte et la psychologie devient une arme qui dispose d'une gamme de procédés appuyés par des vecteurs de communication comme support technique des messages que l'on entend transmettre à l'adversaire. En raison de leur particularité, ces vecteurs sont producteurs d'effets d'émissions spécifiques qui se répercutent à la fois sur le message et sur sa réception. De plus en plus, la maîtrise de l'information constitue une des conditions sine qua non de l'efficacité de la manœuvre psychologique dans la mesure où celui qui communique le plus et le mieux, s'empare du champ des opinions. Interdire la communication, donc l'information à l'adversaire, devient un des objectifs de la stratégie générale en situation de crise de guerre. Très important, quand on voit actuellement les lois contre les fake news, les médias s'acharnant contre les fake news, la politique essayant de mettre en place diverses lois, notamment la loi contre la haine, ça pose question sur ce qu'est la liberté d'expression, la liberté de penser et celle de pouvoir s'informer. Continuons. Définition officielle du ministère de la Défense allemand en 1999. Une opération d'information consiste à influencer le comportement d'un groupe cible spécifique par des moyens de communication de masse en conformité avec nos objectifs. Les opérations psychologiques sont définies comme des activités psychologiques planifiées en temps de paix, de crise et de guerre, dirigées sur des publics ennemis, amis et neutres pour influencer leur attitude et leur comportement de manière à affecter la réalisation des objectifs politiques et militaires. Manuel de l'OTAN, doctrine interalliée des opérations. Cette définition de l'OTAN, d'origine américaine, pose le problème de manière très générale. Nous nous proposons d'expliciter les points suivants. Qui utilise l'arme psychologique et contre qui, dans quelles circonstances et selon quels procédés et avec quels moyens. Elle permet de considérer que l'action sur le psychisme, donc la santé mentale, par des moyens non violents constitue une arme de nature très particulière utilisée par plusieurs catégories d'acteurs stratégiques dans des circonstances de nature différentes. Une autre définition, réductrice mais très appropriée, limitera la guerre psychologique à l'action des forces armées dûment mandatées et organisées afin de mener des opérations de ce type en temps de guerre ou à l'occasion d'opérations de maintien de la paix. Cette approche présente d'autant plus d'intérêt qu'elle permet de distinguer deux environnements très différents. Le premier, ordinaire, et sans corrélation avec la violence et les effets psychologiques induits par la destruction physique, et le second, celui de la guerre et partiellement du terrorisme. Adosse l'arme psychologique à l'exercice légitime de la violence armée organisée. Armes matérielles et immatérielles, opérations physiques et psychiques, entrent dans une relation dialectique complexe de maximisation-minimalisation de leurs effets réciproques. Les acteurs, ils se répartissent en trois catégories, les autorités politiques, les forces armées et des organisations non gouvernementales, aussi appelées ONG. Toutes les périodes de guerre conduisent les gouvernements à haranguer leur population. Nul ne comprendrait qu'en situation de crise et de guerre, les autorités ne s'adressent pas au peuple pour expliquer, rendre compte, justifier. Jusque-là, pas de problème. C'est au-delà que se posent des interrogations. Faut-il mobiliser moralement la population? En recourant à quel procédé et en se fixant quelles limites? L'existence d'un ministère de l'information centralisé a été progressivement abandonnée dans les démocraties, ce qui est aussi retranscrit dans le livre d'Orwell, qui est le ministère de la vérité, entre guillemets. Mais chaque ministère, chaque instance de pouvoir dispose d'une cellule d'information-communication en relation indirecte avec la population via les médias nationaux et parfois étrangers. L'éducation ne peut être tenue pour neutre. L'évolution des messages véhiculés par les manuels d'histoire, en général solidement encadrés par les directives programmatiques relevant in fine du ministère, en dit long sur l'ingérence de l'idéologie gouvernementale. On sait
combien sur le long terme, la gestion de la mémoire joue un rôle capital dans le façonnement du psychisme, la fabrication des croyances, la propension à adhérer à un discours particulier. Le fait de reconnaître le passé, les actes de repentance et de contrition ont abandonné ou abondé, excusez-moi, ces dernières années, faisant l'objet de curieuses manipulations. Entre la Chine et le Japon, la présentation historique officielle du passé fait l'objet de polémiques au plus haut niveau de chacun des deux pays. En Europe, ce serait pareil pour son histoire passée. Politique, masse et médias. Curieusement, la publicité, la découverte de prolongation de la conscience, le subconscient et l'inconscient, on va voir ce qu'est le subconscient et la conscience juste après en définition, et l'essor des médias sont contemporains en l'espace de 2 générations, 1900 à 1950, qui coïncident avec les 2 guerres mondiales à caractère total qu'est connue l'espèce humaine. L'ère des masses et des moyens de communication de masse sont contemporaines parce que les médias ont fabriqué les masses au moment même où l'industrialisation et l'urbanisme concentraient les populations. La révolution khomeiniste de 1979 n'est réalisable qu'en raison de la brutalité de l'essor urbain de Téhéran, Ispahan, etc. Phénomène que l'on a maintes fois relevé dans la Russie tsariste de 1900 à 1917. La Première Guerre mondiale utilise systématiquement la propagande, de manière simple, voire grossière, et l'on parle de bourrage de crâne. La pratique de la censure s'est généralisée, remettant en cause les principes d'une liberté de la presse chèrement acquise. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est la même chose. Si on analyse le plan de la Première Guerre mondiale et même de la Seconde Guerre mondiale et celui d'aujourd'hui, les pratiques sont les mêmes. Propagande, censure. Continuons. Mais elle s'est accompagnée d'une recherche plus fine de l'état d'esprit, vers les sondages et les méthodes Gallup permettant de prendre la mesure de l'état d'esprit d'une population. Encore une fois, les sondages d'aujourd'hui interrogent un panel de 1000, 2000, 3000 personnes au maximum et en font une généralité sur la pensée de la population française, entre autres. Ainsi a-t-on constaté à une divergence des méthodes d'influence psychologique. En pays démocratique, on s'est efforcé de connaître par des méthodes ouvertes. Cette connaissance constitue un préalable pour ajuster les discours, quitte à manipuler ou développer la gestion de la liberté d'expression. Dans les pays totalitaires, privés de sondages, d'enquêtes sur ce que les gens pensent et peuvent dire librement, les gouvernements, informés par les seuls services policiers, en perdant la mesure du pays réel, ont sombré dans l'auto-intoxication évoquée précédemment. Tout cela est intuitivement, pressenti par quelques esprits exotiques comme George Orwell, H.G. Wells et Aldous Huxley. Grande mutation de pouvoir, Serge Tchaikovsky, élève de Pavlov, grand admirateur de Wells, Pavlov, on va voir son expérience aussi après, tire des leçons les plus systématiques et les plus radicales dans Le viol des foules, censuré en France en 1939 puis interdit par les occupants. L'ouvrage dérange tout le monde parce qu'il amalgame, en raison des procédés, le bolchevisme et le national-socialisme, ne craignant pas d'y joindre à la publicité électorale des présidents des États-Unis. Donc les sciences cognitives, comme je vous l'ai présenté, on va aborder ça, conscient, subconscient, mentalisme, secte, radicalisme, extrémiste, terrorisme, William Wundt, MKUltra, etc. Qu'est-ce que la conscience? La définition de la conscience, c'est la connaissance intuitive ou réflexive immédiate que chacun a de son existence et de celle du monde extérieur. Représentation mentale claire de l'existence, de la réalité telle ou telle chose. L'expérience lui a donné une conscience aiguë du danger. En clair, c'est la possibilité de savoir qu'on est dans le monde réel, qu'on existe bel et bien, qu'on est capable de penser par nous-mêmes, qu'on est capable de faire des choses de nos mains, etc. Organisation de son psychisme, donc de sa santé mentale, qui, en lui permettant d'avoir connaissance de ses états, de ses actes et de leurs valeurs morales, lui permet de se sentir exister, d'être présent à lui-même. Connaissance qu'a l'homme de ses états, de ses actes et de ses valeurs morales. L'être humain même, en tant qu'il est doué de conscience. Ensuite, on a ce qui est le subconscient. Un peu plus compliqué, parce que là, on ne peut pas vraiment en avoir connaissance directement si on ne l'étudie pas. Donc le mot subconscient a d'abord été utilisé en philosophie et en psychologie au XIXe siècle et faisait l'objet d'un débat vif entre différents courants. Morton Prince a par exemple proposé le terme co-conscient pour l'opposer à l'emploi de subconscient en métaphysique chez Myers notamment.
C'est Pierre Janet, créateur du mot d'après Ellenberg, qui en a donné la première définition claire dans l'automatisme psychologique en 1889. Pour Ellenberg, Janet distinguait le conscient et le subconscient, attribuant au conscient une fonction de synthèse et un acte du subconscient est défini comme une action qui a conservé une forme inférieure au milieu d'autres actions d'un niveau plus élevé. En d'autres termes, un acte d'un niveau quelconque peut devenir subconscient quand l'individu accomplit consciemment des actes d'un niveau supérieur. Dans la présentation, dans ce qu'on va voir aujourd'hui, je n'ai pas encore abordé ce qui est les messages subliminaux, mais les messages subliminaux agissant eux-mêmes sur le subconscient et donc après sur la conscience même d'un individu. Kilborn note: Janet a précisé clairement ce qui est différencié, donc sa notion de subconscient et de l'inconscient de Freud. Il pensait que l'inconscient de Freud était limité par l'accent qu'il mettait sur la sexualité et l'agressivité. Il accusait Freud d'appliquer des termes différents à des concepts qu'il lui-même explorait en premier. Il appela psychoanalyse ce que j'avais appelé analyse psychologique. Il nomma complexe ce que j'avais nommé système psychologique pour désigner cet ensemble de faits, de conscience et de mouvements, soit des membres, soit des viscères, qui restent associés pour constituer le souvenir traumatique. Il considère comme un refoulement ce que rapportait avec un rétrécissement de la conscience et des mouvements. Il baptisa du nom catharsis ce que je désignais comme une dissociation psychologique ou comme une désinfection morale. Là encore, c'est un autre point qui est la dissonance cognitive, que je n'ai pas abordé non plus, qui est un sujet sur lequel je travaillerai pour une autre vidéo à un autre moment. Autrement dit, à la différence de Freud, les notions de Janet concernant la nature double des processus psychiques comprennent manifestement le corps, la somatisation et le trauma. Janet écrit: l'idée de subconscience est née chez les philosophes, mais elle a pris corps dans la clinique psychiatrique. Elle n'est pas assez mûre pour en sortir. Le subconscient correspond aux processus psychiques non accessibles au sujet conscient. Ces processus relèvent de l'automatisme, psychologie. Toujours selon Janet, le subconscient provient d'un défaut de synthèse des éléments constitutifs du champ de conscience. Il résulte d'une désagrégation psychologique ou dissociation entraînée par une pathologie psychogène dont la plus fréquente est l'hystérie. La théorie du subconscient proposée par Janet aura une influence sur les surréalistes. Ceux-ci serviront de l'écriture automatique pour accéder aux processus les plus élémentaires de la pensée et réinventer la poésie. Si je parle de conscience, de subconscient, vous allez voir qu'en fait, ce live a un ordre chronologique. La cognition. La cognition est en lien avec les sciences cognitives, la conscience et le subconscient. La cognition, c'est l'ensemble des processus mentaux qui se rapportent à la fonction de connaissance et mettent en jeu la mémoire, le langage, le raisonnement, l'apprentissage, l'intelligence, la résolution de problèmes, la prise de décision, la perception ou encore l'attention. Ces processus cognitifs ont été mis à jour par un petit groupe de psychologues de Harvard dans les années 1955-1960, notamment autour de Jérôme Brunner et de George Mailer, dans ce qui a été désigné comme la révolution cognitive. On lit un peu plus bas. Aujourd'hui, le terme cognition peut également être utilisé non seulement les processus de traitement de l'information dits de haut niveau tels que le raisonnement, la mémoire, la prise de décision et les fonctions exécutives en général, mais aussi des processus plus élémentaires comme la perception, la motricité ainsi que les émotions. Par exemple, selon Antonio Damasio, dans son livre L'erreur de Descartes, les émotions font partie des fonctionnements cognitifs car le raisonnement et la prise de décision ne peuvent pas se faire sans les émotions. Et c'est pour ça que je vous expliquais et que je le répète assez souvent, il faut, quand on rentre en émotion, réagir, mais pas directement. Il faut avoir la deuxième phase, l'automatisme de la réflexion. Quand on voit une information, quand il se passe un événement devant nous qui peut nous mettre en colère ou qui nous rend joyeux, ok, qui nous rend joyeux, c'est parfait. Par contre, qui peut nous mettre en colère, petite pause, il y a l'émotion, on attend un peu, on passe en réflexion, puis la réaction. Les sciences cognitives rassemblent l'ensemble des domaines scientifiques consacrés à l'étude de la cognition, notamment les neurosciences, la psychologie, la linguistique, l'intelligence artificielle, les mathématiques appliquées et la modélisation des fonctions mentales, l'anthropologie et la philosophie de l'esprit. Alors ça, c'est des points que j'ai pas abordés encore, l'anthropologie, philosophie, etc. Cette recherche transdisciplinaire est souvent fédérée par des hypothèses relatives à la nature de la cognition.
conçue comme simulation, comme manipulation formelle de symboles ou encore comme propriété émergente des systèmes complexes. Je vous laisserai étudier un peu plus, ce domaine en détail, mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le cerveau et la cognition, ça donne une relation avec le corps. C'est-à-dire que, synthétisé très rapidement, on a ce petit schéma devant nous, donc capter, mémoriser, stocker, organiser, capitaliser, alerter, réagir, déclencher, synthétiser, découvrir, identifier, classifier, sélectionner, rechercher, approfondir, corréler, rapprocher, situer les locuteurs, évaluer la tonalité, prédire, anticiper, déduire. Les 11 points en général. Un petit exemple pour que vous compreniez que le corps et la cognition sont synchronisés. Donc en fait, il y a l'identification de l'espace d'action et de son évolution. Que se passe-t-il? La sélection de l'acteur moteur le plus efficace. Que faire? Qu'est-ce que je peux faire? Ce que je peux faire. Et la programmation de l'acte moteur, comment agir. Exemple, avec cette petite image qui illustre bien ce qu'est le corps, la cognition et justement qui sont synchronisés ensemble. C'est-à-dire qu'il y a donc une personne A, une personne B. Personne A en rose à moitié, personne B orange et personne B en vert. Et donc, le vert, personne B, veut envoyer la balle à personne A. Donc, il va utiliser ce qu'est la cognition avec son esprit et son corps va se mettre en action. Donc, il va évaluer comment bien lancer la balle pour que la personne A la reçoive. Et la personne A, elle, une fois que la balle va être lancée, va analyser, va essayer d'analyser la trajectoire, etc., pour la récupérer. Ensuite, donc là, il y a un autre point par rapport à ces sciences cognitives. Donc, on va revenir rapidement en arrière. Donc là, on a vu ce qu'est la conscience, le subconscient. Et on va aborder donc ce que sont les sectes. Donc on va voir déjà ce qu'est la définition d'une secte, mais avant, je vais rapidement regarder vos messages. Bonsoir Justin Palmier, Alison, Luc, John, Virgie, bonsoir à vous tous. C'est bizarre qu'on soit vraiment pas beaucoup, d'habitude on est 300, 400, là on est 80. Continuons. Donc une secte, ensemble de personnes professant une même doctrine, philosophique, religieuse, etc. La secte d'Épicure. Groupement religieux, clos sur lui-même et créé en opposition à des idées et à des pratiques religieuses dominantes. Clan constitué par des personnes ayant la même idéologie. Ce petit groupe constituait une secte à l'intérieur du parti. Donc aujourd'hui, on a une information qui est sortie, coronavirus et risque de repli communautaire et de dérive sectaire. Divers groupes radicaux exploitent la crise sanitaire dans le but de rallier à leur cause de nouveaux membres et de troubler l'ordre public. Leur projet peut être antidémocratique et anti-républicain. En conséquence, certaines questions et réactions d'élèves peuvent être abruptes et empreintes d'hostilité et de défiance, remise en question des valeurs républicaines, méfiance envers les discours scientifiques, etc. Covid-19 et risque de dérive sectaire. La crise du Covid-19 peut contribuer à développer un sentiment de vulnérabilité propice au risque de dérive sectaire et au renforcement de l'adhésion des adeptes. Depuis le début du confinement strict de la majorité des Français, la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, Miviludes, a déjà reçu plusieurs dizaines de signalements liés à la crise sanitaire du Covid-19. Donc ça, c'est sur l'Académie de Paris, hein, le site officiel. Donc on voit en France qu'ils ont fait reprendre l'école aux plus jeunes, mais pour leur créer entre guillemets «un choc émotionnel». Un choc émotionnel, c'est-à-dire qu'on leur apprend ce qu'est la distanciation sociale. On leur apprend à se méfier, de pas trop approcher de leurs parents, de leurs grands-parents pour pas leur transmettre le virus et vice versa. Un monde à la Aldous Huxley, hein, où ceux qui ne sont pas vaccinés, ceux qui sont pas dans le monde ultra technologique sont des porteurs de virus. Donc vous voyez, ça c'est un choc. Les petits, on dit: «Oui, il faut leur faire reprendre l'école, ils vont s'épanouir». Mais en fait, non du tout. On les met en distance, même pour les profs, hein, c'est pas agréable pour eux et je le comprends très bien. On met des croix, des marquages: «Attention, approche-toi pas trop de ton collègue», et cetera. On leur apprend vraiment depuis le plus jeune âge finalement à se méfier des autres parce que les autres sont porteurs de virus. On leur crée un choc traumatique. Exemple, par exemple, dans cette cour, bah, en fait, c'est pas une balle aux prisonniers, ce sont seulement des prisonniers et il n'y a même plus de mur pour les faire prisonniers, juste on les a divisés. Pourtant, vous voyez, par exemple, en classe, ils ont quoi? Ils ont 1 m 1 m 50 au maximum. Bah, là, non, là, on leur met vraiment, comme si on avait des animaux dans un enclos. C'est inadmissible.
Donc sur cette académie de Paris, il y a 2 documents. Donc 2 documents, je vais commencer à vous les lire. Rapidement, je regarde un point. Bonsoir à toi Josie. Parce que le confinement a très bien marché et qu'il faut qu'il fasse repartir l'épidémie à la hausse. C'est ça. Donc coronavirus et risque de repli communautariste. Aujourd'hui, la violence de la pandémie causée par un nouveau virus nous confronte à l'incertitude sur de multiples plans en matière médicale, sociale, économique, culturelle. La crise du Covid-19 peut être utilisée par certains pour démontrer l'incapacité des États à protéger la population et tenter de déstabiliser les individus fragilisés. Divers groupes radicaux exploitent cette situation dramatique dans le but de rallier à leur cause de nouveaux membres et de troubler l'ordre public. Tiens, étrange hein, quand même. Leur projet politique peut être antidémocratique, anti-républicain. Ces contre-projets de société peuvent être communautaires, autoritaires et inégalitaires. En conséquence, certaines questions et réactions d'élèves peuvent être abruptes et empreintes d'hostilité et de défiance. Remise en question radicale de notre société et des valeurs républicaines, méfiance envers les discours scientifiques, fronde contre les mesures gouvernementales, etc. Donc là, on veut qu'en gros, à l'école, on apprenne aux élèves à écouter seulement ce qui sort des médias, seulement ce qui sort de la bouche des politiques, mais tout ce qui peut mettre hem, à mal leur dire, c'est communautaire, c'est sectaire, c'est autoritaire, donc faut qu'il n'ait plus cet esprit critique. Or, plus que jamais, nous avons besoin de bâtir une société de la confiance, solidaire, porteuse de sens et offrant aux élèves des chemins vers une socialisation positive. Quel est l'enjeu de leur document? Les enjeux, c'est lutter contre les replis communautaristes qui portent atteinte aux valeurs du pacte républicain et contre toute manifestation de séparatisme. Lutter contre la désinformation, les théories complotistes, les rumeurs, les fake news sur le Covid-19 utilisées à des fins mercantiles et politiques. Tiens, ça y est, les théories du complot, là, ça va être attaqué à pleine balle. Accompagner les personnels en établissement face aux réactions de repli des élèves. Petit 2, conduite à tenir. L'école est un lieu par excellence de la transmission des idéaux républicains. Le rôle de l'école a été réaffirmé dans le plan national de prévention de la radicalisation, Prévenir pour protéger, présenté par le Premier ministre le 23 février 2018. 10 mesures y associant pleinement les acteurs de l'éducation nationale. Comprendre, identifier les discours ou les signes de repli communautariste. Donc, ce qu'ils leur disent de faire, prendre en compte l'intégralité du spectre des idées radicales du communautarisme ethnique, religieuse, culturelle, sociale, politique, mystique. Donc là, déjà, on pointe du doigt la religion maintenant. Et vous allez voir que ça continue, c'est de pire en pire, hein. Repérer les glissements sémantiques fréquents entre communauté et communautarisme. Le terme de communautarisme est utilisé pour signifier une dérive opposée à l'idée républicaine, qui donne la primauté des règles de groupe sur la loi républicaine française, universaliste et intégratrice. Le communautarisme peut être alors considéré comme une menace pour la cohésion sociale en France. A l'inverse, les communautés en France sont anciennes et expriment le lien social. L'appartenance à une communauté, voire à plusieurs communautés, est un lien positif, voire essentiel pour la construction de l'identité de la personne et le développement des valeurs de l'individu. Ils leur disent également être attentifs aux atteintes à la République qui doivent être identifiées et sanctionnées. Mobiliser la vigilance de tous. Les enseignants en cours, les CPE et assistants d'éducation dans les couloirs et la cour pour repérer des propos hors de la sphère républicaine en rupture avec les valeurs de l'école et qui s'attaquent à la cohésion sociale. Ce qui est dit clairement, c'est qu'ils veulent des policiers un peu. Que les enseignants, les CPE et assistants d'éducation soient policiers, qu'ils aillent écouter tout ce qui se dit dans les couloirs et qu'ils aillent sanctionner l'élève qui pense autrement que celle de la pensée universelle promue par le gouvernement. Danger pour la liberté d'expression et la liberté de penser. Vont-ils par la suite installer carrément des micros pour identifier qui parlera? Question. Continuons. Identifier les techniques de communication des groupes radicaux qui reposent sur diverses manières de procéder. Attiser les peurs, comme par exemple en qualifiant l'émergence du Covid-19 de châtiment envoyé par Dieu sur qui le veut.
le coronavirus est interprété comme une punition céleste. Ce qui est en gras, c'est attiser les peurs. N'ont-ils pas attisé les peurs du côté du gouvernement et des médias en jouant, en grossissant le nombre de cas, en faisant exprès de brûler des masques, en n'achetant pas assez de masques, etc. Exploiter la satisfaction vengeresse. Certains groupes extrémistes se félicitent de ce désastre sanitaire en exploitant le déroulement et les efforts sur le mode coutumier de la vengeance. Ce point-là, je suis d'accord avec eux par contre. Satisfaction vengeresse, etc., c'est mauvais. Continuons. Exploiter la pandémie comme un présage apocalyptique. Donc, il n'y a plus le droit de se poser la question et d'essayer de faire un rapprochement entre ce qui se passe actuellement, les événements qui se déroulent, et ce qui est inscrit dans un livre saint il y a 2 millénaires. Étrange quand même. Donc, c'est-à-dire que là, l'Église est vraiment pointée du doigt. Continuons. Participer à une vision manichéenne du monde, les bons scientifiques et les mauvais, les croyants et les impies, etc. Donc là, on ne veut plus sortir les études sur des scientifiques qui font des erreurs, etc. On veut qu'il y ait que des bons scientifiques. Continuons. Engendrer volontairement des confusions et des antagonismes, islamisme, communauté, communautarisme, identité, nationalité, religion, laïcité, etc. Pourquoi pas? Continuons. Critiquer tous les discours d'autorité, notamment scientifiques, et en même temps de s'en servir pour discréditer les discours qui sont hostiles à leur thèse. Et enfin, ils leur disent alerter. Alerter l'équipe de direction afin qu'elle puisse effectuer un signalement dans l'application fait d'établissement. Informer l'IA d'Assen en lien avec la cellule départementale des services de l'État dédiée à cette action et mise en place par le préfet. Quel est le but de tout ça? Si ce n'est peut-être d'aller directement verbaliser des parents qui donneraient une idée du monde différente de celle propagée par le gouvernement. J'appelle ça un État totalitaire. Je vais faire écoute des élèves. Alors attendez, parce que du coup, il y avait ça. Donc, proposition d'activité pédagogique, il en propose plusieurs, hein. Animer un débat, par exemple, autour de l'émission de France Culture intitulée à propos des origines animales du virus, avec l'infectiologue Didier Sicard, qui sur la loi républicaine française, universaliste et intégratrice. Donc là, ce qu'il nous dit, c'est qu'en gros, on ne doit vraiment prendre que les médias du pouvoir, France Inter. C'est comme en temps de crise, vous voyez, souvent, en gros, ce qui se passe, c'est qu'il y a que certains médias qui sont mis en avant. Le Monde, Figaro, etc. Prenons l'exemple du Monde. Le Monde accusant les mauvais théoriciens du complot, les complotistes, etc. face à Bill Gates. Puis, en creusant un peu, bah, on voit que la fondation Bill et Melinda Gates, qui est censée être philanthropique, en fait, finance des médias comme Le Monde à hauteur, en 2019 de 2 millions de dollars, un peu plus même. Étrange quand même. Prise de position étrange. Continuons. Ils leur disent également renforcer l'esprit critique des élèves avec l'éducation aux médias et à l'information, qui participe à la prévention du complotisme à l'école. Donc là, ils ne parlent plus de théorie du complot, complotisme. En général, tout. Idéologie, on généralise tout. Idéologie, théorie du complot et complot. Ok. Afin qu'ils réussissent à résister à la tentation d'une lecture du monde simplificatrice et aux vidéos de propagande qui circulent sur Internet. Mais ne font-ils pas de la propagande au sein du gouvernement? Avec, notamment et d'ailleurs quand il dit jouer sur la peur, je vous invite à voir les vidéos du gouvernement sorties notamment, pour ne pas entrer trop en contact avec les proches et cetera par rapport à ce virus qui est dangereux, qui se répand, les gestes barrières comme ils les appellent, la distanciation sociale et cetera. Les préconisations qui précèdent sont appliquées dans les établissements sous contrat dans le respect de leur caractère propre. Et donc là, on a un deuxième document. On a un deuxième document, pareil, qui est partagé, qui est sur le même type d'information. Donc Covid-19 et risque de dérive sectaire, toujours pour les écoles, hein. La crise du Covid-19 fragilise la population et contribue à développer un sentiment de vulnérabilité. La situation exceptionnelle que nous traversons et l'exploitation des peurs et des souffrances qu'elle suscite sont propices au risque de dérive sectaire et au renforcement de l'adhésion des adeptes. Depuis le 17 mars 2020, date à laquelle le gouvernement a opté pour un confinement strict de la majorité des Français, la mission interministérielle de vigilance et de la lutte contre les dérives sectaires, qui est la Miviludes, a déjà reçu plusieurs dizaines de signalements liés à la crise du Covid-19.
Quels sont les enjeux de ce deuxième document? Identifier les changements de comportement des élèves susceptibles d'être provoqués par des influences familiales ou extérieures. Donc là, ils sont en train de dire aux professeurs: «Soyez des policiers, faites entre guillemets un dossier, sur vos élèves et tous ceux qui sont voilà, qui se posent des questions, qui peuvent avoir une idée différente de la pensée universelle, on va prendre un peu plus d'informations». C'est quoi l'influence? Leurs parents? Un ami de leurs parents? Un copain? Internet? Et cetera. C'est quoi la prochaine étape une fois qu'ils ont ces informations? Je vous laisse y penser. Comme quand on dit au médecin: «On va vous donner 55 € si vous nous donnez, le nom du patient, qui est atteint du Covid-19 ou du moins des symptômes». C'est quoi l'étape d'après? Bah, c'est voir avec qui il est rentré en contact et c'est quoi l'étape d'après encore? Bah, c'est les confiner. Faut pas s'arrêter à la première étape. Faut voir les étapes d'après. Bah, là, pour l'instant, on me dit voilà, identifier les changements de comportement des élèves. Très bien, mais une fois que c'est identifié, ils vont faire quoi? Continuons. Prévenir les risques de déstabilisation des élèves et des comportements irrationnels. Sensibiliser les élèves aux risques des discours dangereux qui prodiguent de faux remèdes et des conseils dangereux en lien avec le Covid-19. Ça, c'est bien par contre. Parce qu'effectivement, il y a des charlatans sur internet qui disent: «J'ai, une machine miracle, j'ai un produit miracle» et cetera. Donc ça, pourquoi pas? C'est même plutôt important, je pense. Ensuite, développer l'esprit critique des élèves pour mieux lutter contre la désinformation, les fake news, les rumeurs et les théories complotistes. Continuons. 2. Conduite à tenir. Identifier l'exploitation de la pandémie par les groupes sectaires. Durant la période de la crise sanitaire, les enfants sont exposés à des discours anxiogènes. Les vidéos officielles du gouvernement, les articles, les médias répétant inlassablement: Attention, il y a tant de morts. Tous les soirs, nous sortons le nombre de morts. Il y a plus de 200 morts aujourd'hui. Il y a eu 400 morts hier. On est en évolution, en diminution. Tous les soirs, on entend des chiffres de morts. Et les petits sont devant la télé, devant les informations, à essayer d'obtenir un peu de «lucidité» entre guillemets sur ce qui se passe. Mais à la place, ils sont dans la crédulité. Et donc, ces médias-là, ces politiques, ces gouvernants jouent sur la peur. Continuons. Un groupe sectaire. En effet, la pandémie mondiale est présentée par certains prédicateurs, gourous ou idéologues comme le vecteur de la volonté et la puissance divine, un avertissement de la nature, de force obscure ou d'esprit divin, un châtiment envoyé par Dieu et le signe de l'imminence de l'apocalypse, le retour à la croyance comme seule solution salvatrice. Attention, il ne faut pas essayer d'être croyant, il ne faut pas essayer de se développer spirituellement. C'est pas dans le programme. Continuons. Identifier les situations d'élèves en situation de risque de dérive sectaire. L'enfant étant dépendant de son environnement, une attention doit être donc portée aux élèves dont les responsables légaux, adeptes de certaines idéologies ou croyances, sont réticents ou opposés aux recommandations faites en matière de santé publique. Contournement du confinement pour des rassemblements, refus de traitement, d'examens médicaux ou de tests sanguins. On se croirait dans un monde huxlien, d'Aldous Huxley. Identifier donc les situations, ça on vient de le lire. Continuons. Par ailleurs, lors de la reprise de la scolarité, une attention doit être apportée au changement de comportement des élèves, afin d'objectiver une situation d'autant plus lorsqu'elle touche aux convictions ou aux pratiques religieuses. Il est important de rassembler des éléments factuels sur la base de questions adaptées et de se référer à un faisceau d'indices et non à un seul signe. Face à un risque de dérive sectaire, tout personnel est tenu d'alerter les services compétents dans le but de sauvegarder l'intégrité physique et morale du mineur. Pour chacune des situations, le correspondant académique chargé de la prévention des phénomènes sectaires en milieu scolaire doit systématiquement être informé. Lors de la situation complexe, la Mivilude peut être saisie. Ce dispositif est accessible aux établissements d'enseignement privé. Quel est le programme derrière ça? Si ce n'est de retirer des enfants à leurs parents parce qu'ils ont une idée différente du système, parce qu'ils ne veulent pas qu'ils aient le vaccin, parce qu'ils ne veulent pas, parce qu'ils contredisent, certains points ou parce que tout simplement ils viennent à se questionner. Parce que d'un côté, le gouvernement dit: «Pas besoin de masque» et puis il y a besoin du masque. Parce que le gouvernement dit: «Il faut pas la chloroquine» mais on achète une tonne pour les militaires et pourtant la classe comme indésirable, d'accord? Comme quelque chose de mauvais pour la santé.
et cetera, et cetera. On pourrait continuer comme ça. C'est énorme. Continuons la suite de ce document. N'hésitez pas à pousser, partager les amis, je vois ça monte un petit peu quand même, on est quasiment 100. Ça serait bien qu'on soit plus que ça et en effet, Fanny Ri, la reine Elisabeth II avec son discours, un dirigeant de l'OMS, du moins une personne assez haut placée à l'OMS, pareil, qui sortent des discours où en gros, va falloir isoler pour le moment les enfants des familles, qui peuvent être dangereux, qui peuvent être dangereuses pour leur développement et autres. Ou tout simplement pour la propagation du virus. Ou encore, notre, ministre, de la santé qui nous dit: «Mais les enfants ont moins de risques d'attraper le coronavirus en allant à l'école que qu'en restant dans le cercle familial». D'ailleurs, les pour vous dire que les chiffres ont été grimpés, les chiffres de la grippe saisonnière, eux, ont chuté, hein. Habituellement, on est aux alentours de 10 000 dans cette période-là. Là, ils sont descendus à une centaine. Étrange. Je vous laisserai faire vos recherches. Continuons. Donc là, après, voilà, ils disent, alors attendez, parce que du coup, santé physique et psychique, donc là, après, ils nous disent quoi? Voilà, ils nous disent: «Les offres de pratiques de développement personnel dites alternatives, complémentaires ou non conventionnelles se multiplient et prétendent s'appuyer sur des études, alors même qu'elles sont non évaluées et non étayées par une méthode scientifique. On constate des retards de prise en charge, des interruptions de soins médicaux et des ruptures de suivi thérapeutique». Continuons juste en dessous. La plupart des groupes à risque de dérive sectaire utilisent ces différentes pratiques d'abus commerciaux, d'escroqueries et des soins non éprouvés pour exploiter les faiblesses et les détresses de leurs adeptes et exercer sur eux une véritable emprise. Les principales conséquences pour les victimes sont des préjudices graves sur leur santé, leur situation financière et leur lien avec leur milieu familial et social. Et enfin, voilà ce qu'ils disent. Proposition d'activité pédagogique. Donc ça, ce sera la fin de ce deuxième document. Engagement associatif et vie de l'établissement. L'émission de France Inter intitulée Rumeurs et fausses informations au temps du coronavirus peut faire l'objet d'une écoute par les élèves, suivie d'un débat et d'une demande de synthèse. Donc le ministère de la vérité, le ministère de la vraie information se met en place, hein. Continuons. Une séance d'enseignement moral et civique sur les dérives sectaires peut s'appuyer sur les témoignages de charlatanisme médical présentés sur le site de la Miviludes. Ça, c'est sérieux et c'est important. Je le répète, en effet, il y a des charlatans qui vendent des faux remèdes et ça, c'est dangereux par contre. Continuons. Les activités pratiques peuvent être proposées à partir de points précis du programme et permettent un travail autour de la vérification de l'information et des sources. C'est parfait parce que les personnes qui suivent mes lives, pourtant nous sommes traités de complotistes, il y a toutes les sources. Donc là, ils vont avoir du mal. Leur seul moyen pour me faire taire, ça sera de me censurer, de supprimer ma chaîne. Mais sinon, si mes vidéos restent et que les gens commencent à consulter ces contenus, ils vont vérifier et par eux-mêmes, en recoupant tout ça, ils verront que ça vient de journaux officiels, que ça vient d'ouvrages, de livres qui sont de journalistes, qui sont de personnes ayant investigué les sujets. Puis ils pourront trouver des documentaires, d'autres sources, et cetera, hein. Tout est officiel. Continuons. L'enseignement de la démarche scientifique contribue au développement d'un esprit rationnel, autonome et éclairé pour chacun des élèves. Il permet de s'interroger dans un monde où croyances et connaissances se confondent et parfois s'opposent. Pourquoi pas? Donc, on nous parle de la Mivilude. Mais la Mivilude, en fait, la lutte contre les sectes, la Mivilude, elle va disparaître. Information France Inter, publiée donc le 1er octobre 2019 par Wafla Keniche. La mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, Miviludes, qui n'a plus de président depuis un an, va disparaître. Ces fonctionnaires vont être rattachés au ministère de l'Intérieur. On ne veut pas que ça soit indépendant. Ils veulent que ça soit rattaché au ministère de l'Intérieur. Quand on appelle la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, Miviludes, les téléphones sonnent dans le vide. Au bout de quelques minutes, vous finissez par tomber sur le standard téléphonique du Premier ministre, auquel l'organisme interministériel est aujourd'hui encore attaché. Selon nos informations, la Miviludes, qui a été créée en 2002, va disparaître au 1er janvier 2020. Pour l'instant, elle existe encore. La direction de la Miviludes a convoqué plusieurs des membres de la mission lundi après-midi pour leur annoncer qu'ils allaient être attachés au ministère de l'Intérieur. La Miviludes
la Miviludes va être purement et simplement dissoute au sein du ministère de l'Intérieur, nous confirme un associatif qui collabore avec la mission interministérielle depuis de nombreuses années. Donc après, ils expliquent que c'est une catastrophe, etc. Une mission qui tourne au ralenti, la Miviludes est une mission interministérielle instituée auprès du Premier ministre par décret présidentiel du 28 novembre 2002. Elle mène une action d'observation et d'analyse du phénomène sectaire, coordonne l'action préventive et répressive des pouvoirs publics à l'encontre des dérives sectaires, contribue à la formation et l'information de ses agents et informe le public sur les risques, voire les dangers auxquels il s'expose, selon son site internet. Pendant ses 17 années d'existence, maintenant ça va faire 18, elle a surtout publié des rapports annuels détaillés sur les risques sectaires, notamment le rapport à Internet, les mouvements apocalyptiques en 2012, les dérives dans la formation professionnelle, comment les sectes ciblent les mineurs, etc. Et a lutté longuement contre la scientologie, notamment Tom Cruise, hein, qui est un adepte et qui est entre guillemets, un membre de la scientologie, excusez-moi. Notre adversaire est plus coriace. C'est la scientologie, donc c'est celui qui est quand même énorme niveau financement, etc. Comme disait son ancien président Serge Blisco, avec à la clé notamment une condamnation en justice pour escroquerie en bande organisée. Depuis plusieurs mois, les rumeurs bruissent sur l'avenir de la mission interministérielle, et notamment depuis le départ de son premier président en activité. Ok. Donc fusion au sein du ministère de l'Intérieur, le gouvernement aurait hésité entre deux services du ministère de l'Intérieur selon l'une de nos sources, le comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation ou le bureau chargé des cultes. Ce sera finalement avec le comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation que sera fusionnée la Miviludes, après 25 ans d'existence, héritage d'un tout premier observatoire des mouvements sectaires créé en 1996 par le Premier ministre de l'époque, Alain Juppé. C'est pour mémoire cette mission interministérielle qui a récemment, par exemple, révélé la commercialisation des patchs censés soigner la maladie d'Alzheimer vendus 1500 € pièce. L'ancien président de la mission, Georges Fenech, président de la mission de 2008 à 2012, regrette cette décision car il estime que la lutte contre les sectes et contre la radicalisation sont deux combats différents. Certes, les sectes se trouvent dans le monde religieux, mais aussi dans la santé, l'éducation, la culture et le monde sportif. Explique-t-il à ses yeux, pour faire des économies, on se prive d'un outil fondamental et l'on fait disparaître la lutte contre les sectes. Les sectes, on va voir qu'il en existe depuis des dizaines et des dizaines d'années, voire plus que ça, des centaines d'années. N'hésitez pas les gens à pousser, partager, hein. Je vois qu'on est pas beaucoup nombreux, donc à mon avis, il y aura beaucoup de personnes qui regarderont ça en replay. Donc on a le Ku Klux Klan, appelé souvent par son single KKK, ou également le Klan, qui est une société secrète terroriste suprémaciste blanche des États-Unis fondée à la veille de Noël en 1865 ou au début de l'année 1866. On a aussi le nazisme, national-socialisme. Donc là, qui est de l'idéologie politique du Parti national-socialiste, des travailleurs allemands, etc. Donc on connaît l'histoire du nazisme, qui est une secte. Mais cette image, c'est pas pour rien. Ce sont deux dictateurs. Et comme j'ai mis les Reich en marche, LREM, les Reich en marche, ou la répression en marche. Mais les Reich, c'est les royaumes en marche. Pourquoi? Parce que ces deux personnes ont cette ambition de conquête, cette ambition d'avoir un royaume. D'accord? Macron, son royaume qu'il souhaite, c'est l'Europe. Non pas la France, mais l'Europe. Un exemple aussi de ce qui se passait pendant la Seconde Guerre mondiale et de ce qui se passe sous Macron, donc sous Hitler, sous Macron. Sous Hitler, on avait des Ausweis laissés-passer. Aujourd'hui, sous Macron, une attestation de déplacement dérogatoire. Sous Hitler, propagande, mensonge d'État. Sous Macron, propagande, mensonge d'État. Sous Hitler, psychologie des foules, de Gustave Le Bon, que vous pourrez lire et comprendre. Sous Macron, c'est la même chose. On a usé de la psychologie des foules pour mettre en place un mouvement social appelé Gilets jaunes, entre autres. Sous Hitler, opération T4, qui est l'euthanasie. Sous Macron, avec le Rivotril, on euthanasie nos anciens. Sous Hitler, il y avait le fichage des juifs, tziganes noirs, avec des machines Holoris, qui a découlé de cette société Holoris Deomag, IBM, International Business Machine, qui existe aujourd'hui et qui finance beaucoup de projets, notamment d'identité numérique. Sous Macron,
fichage citoyen, surveillance de masse et création d'une identité numérique avec ce qui s'appelle Alicem, qui n'a pas fonctionné, mais ils vont le remettre sur la table. Sous Hitler, eugénisme, scientisme. Sous Macron, même chose, eugénisme, scientisme, sous le couvert de la loi de la bioéthique. Modification d'embryons, FIV à 3 par an, etc. Sous Hitler, la population étant dans la collaboration et la délation. Sous Macron, délation en hausse, collaboration en masse, et même avec Estrosi au niveau de Nice, qui avait fait venir une application d'Israël qui s'appelait Reporty pour entrer directement en contact avec la police et dénoncer tout type d'infraction. Étrange quand même. Et des comparaisons comme celle-ci, on pourra en faire des dizaines et des dizaines. Hein. On a aussi la secte qui s'appelait le Temple du Peuple, qui est une secte fondée par le révérend Jim Jones en 1955 à Indianapolis, aux États-Unis. Et pareil, hein, toujours la même chose, suicide collectif, etc. Alors là, c'était quand même une grande affaire. Il y avait 910 personnes qui s'étaient suicidées, majoritairement par empoisonnement au cyanure de potassium, avant d'être abattues par une balle. Association internationale pour la conscience de Krishna, donc là pareil, une autre secte. Hein. On a aussi Charles Manson, avec ses adeptes. La scientologie, dont on en parlait tout à l'heure. Le mouvement raélien. L'ordre du Temple solaire pour la France, notamment cette secte qui a été fondée par le médecin belge Luc Jouret et Joseph Dimambro, est connue principalement pour les suicides de masse qui ont eu lieu en France, au Canada et en Suisse, entre 1994 et 1997. Donc le 5 octobre 1994, dans cette maison du village suisse Salvan, des membres de l'ordre du Temple solaire ont péri dans un incendie. Quelques jours avant leur mort, d'autres partisans leur avaient expliqué qu'un voyage jusqu'à l'étoile et Sirius leur permettrait de déjouer la fin du monde. Pour cela, ils devaient mettre fin à leur jour, ce qu'ils firent. L'histoire s'est reproduite dans la nuit du 15 au 16 décembre 1995, excusez-moi. 16 fidèles, dont 3 enfants, se sont immolés par le feu, trouvant la mort dans une clairière du Vercors. Les 3 enfants ne sont pas immolés seuls, hein. Ils ont été immolés. Donc, je vous laisse imaginer l'atrocité de la chose. Le 22 mars 1997, 5 autres personnes sont mortes dans l'incendie d'une maison du village québécois Saint-Casimir. 3 adolescents ont toutefois été retrouvés vivants. Après le drame, ils ont raconté qu'ils avaient tenté de convaincre leurs parents de renoncer au projet de suicide collectif, mais en vain. Ils ont alors tenté de négocier leur propre vie et sont parvenus à un compromis. Ils auraient la vie sauve si c'est eux qui mettaient le feu à la maison. Donc, l'ordre du temple solaire en question, voilà, ils avaient des rites, hein, et interrogation quand même quand on voit que, voilà, donc ça utilise, le symbole en fait, ça vient du terme templier et cetera, hein. Ça vient de cette idéologie-là et d'autres sectes ont la même idéologie, du passé, du templier. Donc ils utilisaient, on le voit, ce single qui fait penser, du moins ce logo qui fait penser au 33e degré, maçonnique et enfin, cette épée, comme en franc-maçonnerie. Si je parle de la franc-maçonnerie, c'est parce que c'est une secte aussi. Étrangement, la Miviludes n'a pas encore enquêté sur cette secte, qui sévit à travers le monde, mais en France surtout. Étrange, quand on sait que nos corps institutifs, le pouvoir est investi par ces gens-là, qui ont une idéologie, qui ont une corporation. Petite vidéo entre autres, franc-maçonnerie, François Bayrou, président du MoDem, Jean-Luc Mélenchon. Dans une vidéo même à la radio, il expliquait que c'était un franc-maçon, mais cette vidéo est interdite sur YouTube maintenant. Et puis François Hollande. François Hollande, en 2012, voilà ce qu'il me disait. Donc François Hollande, alors candidat pour la présidentielle 2012, disait ceci avant de passer son grand oral devant les frères du Grand Orient. Si on croit, comme c'est mon cas, en la République, à un moment, il faut passer par la franc-maçonnerie. D'accord. Donc ceux qui sont pour cette République en question sont obligés de passer par la franc-maçonnerie, selon François Hollande. François Hollande en visite chez les francs-maçons. C'est la première fois de la Ve République qu'un président en exercice répond à l'invitation d'une loge maçonnique. François Hollande s'y était déjà rendu fin 2011 en tant que candidat. Ces francs-maçons, dans des affaires étranges, pédocriminelles. Il y a le reportage d'Élise Lucet qui a été diffusé en 2000 sur France 3, qui donnait la parole justement à des victimes. Et une des victimes, entre autres, a fait ce dessin-là.
Bizarrement, pas d'enquête. On parlait de charniers sur Paris également, de sacrifices, pas d'enquête. On expliquait que les corps au niveau de la police, au niveau du gouvernement, au niveau de divers, services du pouvoir, même au niveau des juges, des magistrats, étaient, hem, étaient comment dirais-je? Enfin, il y avait une invasion de ces gens-là dans ces corps de métier. Donc ils se protègent entre eux et depuis des années. Alors certes, certaines personnes ont été, sont entrées dans une idéologie sans preuve, d'accord? Mais là, c'est un documentaire avec preuve. C'est étrange quand même. On a aussi ça. Donc là, c'était une personne qui était passée sur TF1 avec son avocat, donc c'était une personne qui s'appelait Véronique et son avocat, c'était maître Jean-Claude Dissès, qui expliquait donc elle expliquait son histoire, en fait. Ou on a encore plus récemment cette affaire Epstein. On dit qu'il a reçu 3 filles françaises de 12 ans comme cadeau d'anniversaire. Les médias ont un peu parlé de l'affaire, mais ils l'ont vite étouffé. On a parlé d'un suicide en cellule, alors qu'il y a des preuves comme quoi s il y a question à se poser. Est-ce vraiment un suicide alors que les caméras ne fonctionnent plus? Et cetera, et cetera. Et qu'il avait son black book, d'accord? Le livre noir avec pas mal de noms de personnes, dont des Français. Il avait son île aussi, et cetera. D'ailleurs, en parlant d'île, on a aussi cette autre personne, hein, big up à Ape Society, à la team Ape Society de Revo Rebellion. Là, on voit pas trop son blaze, mais voilà, c'est sa chaîne. Et donc on a cette personne qui s'appelle Peter Nigard, qui est un Epstein canadien, qui a reçu sur son île le docteur Wan Sung, directeur de la fertility, celui qui, a fait, naître, ces bébés, modifiés, hein. Et en fait, quand on regarde la franc-maçonnerie, ce qu'ils veulent aujourd'hui, c'est transhumanisme, c'est modification de l'être humain, bioéthique, eugénisme et cetera. Ces gens-là, Epstein comme, cette personne qui est Peter Nigard, c'est la même chose. Ils sont dans la mouvance d'un eugénisme, transhumanisme, une modification de l'humain. Epstein, lui, espérait répandre son ADN par la fécondation de femmes dans son ranch du Nouveau-Mexique, excusez-moi. La vision d'Epstein reflète sa fascination de longue date pour ce qui est devenu connu sous le nom de transhumanisme, la science de l'amélioration de la population humaine grâce à des technologies comme le génie génétique et l'intelligence artificielle. Les critiques ont comparé le transhumanisme à une version moderne de l'eugénisme, le domaine discrédité de l'amélioration de la race humaine grâce à une reproduction contrôlée. Et là, on entre encore une fois dans ces dérives. Tout ça, c'est en lien avec les sciences cognitives. Et on a comme secte également ce qui est le satanisme. Alors là, on nous dit carrément dans Slate, les écoles, de Floride pourront apprendre le satanisme grâce à un livre de coloriage. Devant le Capitole, une statue de Satan représentée et la Miviludes qui a enquêté aussi sur, ces dossiers-là. La Le satanisme est toujours présent et plus radical selon la Miviludes. C'était en 2008. Depuis 2008, plus d'informations sur ça, mais le satanisme en France n'atteint pas, des proportions alarmantes, il disait. Mais ces manifestations sont plus radicales, souligne le rapport annuel de la Miviludes, mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, chiffrant à 25 000 le nombre de personnes concernées, dont 80 âgées de moins de 21 ans. Une autre secte qui est, NXIVM, donc qui a été dénoncée par L'Heure de se réveiller. Il a mis, donc une personne qui s'appelle Brofman, en lien avec tout ça et a été attaqué en justice. Force à lui, il a également sorti un site internet que vous pourrez retrouver donc depuis son Twitter ou sa chaîne, YouTube. Je vous invite à aller voir la chaîne de L'Heure de se réveiller, qui est une excellente chaîne. On arrive maintenant donc à un autre point, donc là on a vu ce qu'étaient les sectes et maintenant on arrive à ce qui est appelé donc radicalisme, extrémisme et soi-disant menant au terrorisme. Avoir le courage de frapper est un oxymore. Avoir du courage, ce n'est jamais utiliser la violence. Avoir du courage, c'est choisir la meilleure des solutions quand plusieurs s'offrent à vous. La violence étant la dernière des solutions, ce n'est pas du courage. Si je vous ai mis cette citation, c'est pas pour rien, c'est parce qu'aujourd'hui dans la société, il y a cette idée que par la violence, on obtient la solution. Par la révolution, on a la solution. Donc là, on a cette image célèbre, hein,
d'une révolution armée afin de récupérer ses droits. Une révolution émanant du peuple, mais des francs-maçons en arrière-plan récupérant la Constitution. Donc la violence promulguée coupe, coupe la tête du roi. Mai 68, la violence, selon eux, c'est la solution. Phrase du pédocriminel Cohn-Bendit, il est interdit d'interdire. Émeute de 2005, les banlieues s'embrasent, etc. Aujourd'hui, c'est la même chose avec les gilets jaunes. On fait croire qu'à partir de la violence, on obtient gain de cause, ce qui est faux, totalement faux. On va voir la suite. Sur les réseaux sociaux, certains défendaient l'action des militants au siège de BlackRock, disant qu'il ne fallait pas s'étonner que ça arrive, que la violence n'était jamais le fruit du hasard. On utilise les mots de l'adversaire qui, par l'imposition de sa définition du terme violence, englobe aussi bien les attaques sur les personnes que sur les biens, aussi symboliques soient-elles. Les dominants, par exemple, n'emploient jamais le terme de violence sociale pour parler de licenciement en masse ou de conditions dégueulasses dans lesquelles de plus en plus de gens exercent leur métier, ni de violence économique pour parler d'évasion fiscale ou des baisses des aides sociales. Ce que font les dominants est de la violence, car qu'il s'agisse de coups de flic, des coups des flics, excusez-moi, des licenciements ou des baisses d'aides sociales, cela affecte les corps. En face, dégrader du mobilier n'est pas de la violence, etc. Donc là, pareil, encore une fois, c'est la violence légitimée. En droit français, il existe un truc qui s'appelle la légitime défense, et lorsqu'un type que vous ne pouvez pas identifier s'en prend à vous, vous êtes dans le droit de porter des coups. Donc là, voilà, ils veulent légitimer ce qui est de la violence. L'équation est simple, l'État est le seul à disposer de la violence légitime. La police, c'est l'État, donc il n'y a pas de violence policière. La conséquence, c'est que la violence qui s'exerce ne peut provenir que des seuls manifestants. Et les médias s'en donnent à cœur joie, appelant la violence tout et n'importe quoi. Ainsi, l'opération de militants écologistes au siège de BlackRock, consistant à peinturer, taguer et d'une manière générale foutre un joyeux bordel de la violence. Rien à carrer que cette violence s'exerce uniquement sur du mobilier. Ce ne sont pas des policiers, donc c'est de la violence. De la logique Shadok. Les dominants n'emploient jamais le terme de violence sociale pour parler des licenciements en masse ou des conditions dégueulasses dans lesquelles de plus en plus de gens exercent leur métier. Si j'en viens là, c'est pourquoi? C'est parce que il y a cette psychologie qui est jouée sur les gens en disant les policiers c'est tous des mauvais, et quand tu te retrouves donc dans le camp des policiers, les manifestants ils font n'importe quoi, c'est tous des casseurs, c'est tous des black blocs qui les soutiennent, etc. Division, division, division. Solution, violence. C'est tout. Ils entendent que ça. Plus de conversation, plus de débat, violence. On appelle aussi à la vengeance. Alors on nous demande est-ce que la police est devenue plus violente? En fait, donner du pouvoir à une personne et lui donner toujours plus de pouvoir, il se sentira en fait surpuissant, mais il agira sans forcément prendre conscience de ses actes. D'accord? C'est qu'après, avec du recul, qu'il comprendra. Donc là, on voit la violence policière, c'est des chaînes contre les pompiers. Alors oui, il y a des flics qui sont mauvais, mais il y a aussi des manifestants qui sont mauvais, il y a aussi des personnes vivant en quartier qui sont mauvais. Faut pas faire une généralisation des choses. Ne mélangeons pas les serviettes et les torchons. Parce que de l'autre côté, on a aussi des personnes qui sont clairement, ce qu'on pourrait dire à peu près radicalisées, pareil. Manifestations contre la brutalité policière. Au final, eux-mêmes vont rentrer dans un extrémisme. Et on atterrit à cette société d'aujourd'hui qui est, donc là on est toujours dans entre guillemets «le radicalisme», hein, qui est l'auto-victimisation. Donc les médias ont habitué les gens vivant en banlieue, et cetera, à se victimiser. Ont habitué les petites gens, c'est-à-dire ceux qui ont un travail pas terrible, à se victimiser. Donc l'auto-victimisation, ou les personnes qui sont au chômage, l'auto-victimisation. Oui, mais mon cas c'est différent, c'est à cause de, c'est trop dur, je ne peux pas, et cetera. Je suis seul. Arrêtez d'être dans l'auto-victimisation, trouvez des solutions, relevez-vous, ne restez pas à terre. L'auto-victimisation, elle est là pour que
ça forme un socle qui va péter, une cocotte minute qui va sauter. Exemple, ce film Les Misérables. Le regard bienveillant que porte Lajli sur les banlieues désigne des policiers comme des terribles oppresseurs et les habitants des cités comme des victimes. Pendant le film, le dégoût est intense, la police essaie d'être respectée tant bien que mal, utiliser le même code que les habitants des banlieues sans plus respecter la loi. Malheureusement, les jeunes de cité vivent dans le refus complet du reste de la société et habitent dans un territoire où seule leur loi règne. Ce sont les lois, donc eux qui disent de l'islam promulguées par des imams professant ce qui est juste selon la parole du prophète. Ce qui n'est pas le cas. Dans le Coran, il n'est pas inscrit va taper du flic, il n'est pas inscrit va consommer de l'alcool, des drogues et j'en passe. Va faire du trafic, etc. Les personnes qui sont Après, effectivement, il y en a. C'est pour ça qu'on ne peut pas mettre tout le monde dans le même panier. Mais une grande majorité, ça zone en bas de la tour et après, ça va pleurer parce que ça n'a pas de travail, parce que si. Ou ça a un langage. En fait, c'est ça, c'est pareil. La linguistique, ça va être quelque chose d'important qu'on étudiera après. Le langage est important. Aujourd'hui, de plus en plus, la nouvelle génération est bloquée sur des langages type télé-réalité, type le wesh-wesh, etc. Tu peux être un wesh-wesh sans parler t'as cité mon frère ou je sais pas quoi. Non, 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 tu peux parler normalement. Continuons. Et d'ailleurs, les anciens, que ça soit des rebeux, que ça soit des renois, que ce soit des blancs, etc., les anciens, je parle, ceux qui ont la quarantaine, cinquantaine, qui étaient en bas des tours, du moins qui charbonnaient à l'ancienne, ils sont pas là en train de parler comme des wesh wesh wesh, hein. Ils sont là en train de parler normalement. Ils ont un vocabulaire, ils ont de l'éducation, ils ont de la connaissance, pour la plupart. Donc continuons. Là, après, voilà, l'Adji pointe du doigt la misère, l'ingérence et l'oubli qui isolent les cités. Mais on ne parlait jamais des campagnes qui ont aucune infrastructure, pour les petits comme pour les grands. Pas de bowling, pas de cinéma, pas de, pas d'aire de jeu, pas d'association, rien. C'est vide, c'est le néant. Non, non, on ne veut pas en parler de ça. Parce que il faut qu'il y ait une partie, juste une partie. Et de cette partie, bah, en fait, les autres qui sont pas entendus, bah, pareil, ça va les diviser. Ils vont rentrer en confrontation avec ceci, etc. Donc là, après ce qu'il est dit, à la fin du film, alors, à la fin du film, voilà, mes amis, retenez ceci, il n'y a ni de mauvaises herbes, il n'y a ni mauvaise herbe, ni mauvais homme. Il n'y a que de mauvais cultivateurs, déclarait Victor Hugo dans Les Misérables. C'est cette phrase qui conclut le film qui interroge et rend perplexe. Lee prend ainsi le parti des jeunes issus de l'immigration, des cités pauvres et victimes du système. Reste à savoir qui sont les mauvais cultivateurs et qui sont les mauvaises herbes. Donc, il y a un livre qui s'appelle Fabriquer un consentement de Noam Chomsky et d'Edward Herman, qui est excellent. La gestion de la politique et des médias de masse. Ces mêmes médias qui usent de vos émotions, qui usent d'un certain type de votre réflexion. Vous changeant de joie à la colère, d'aimer la police à la détester, etc. Et avec les contenus des médias de masse, mais aussi d'internet, chacun s'est, entre guillemets, radicalisé. Il y a eu la division, mais il s'est, en fait, mis dans un groupe, à force de regarder des contenus. Et quand on regardera les algorithmes, ce qui remonte dans les algorithmes généralement, c'est violence policière ou inversement, violence des quartiers. C'est discrimination, etc., etc. Et donc, ce qui amène des gens à finalement penser que d'une certaine façon, et les emmenant dans la haine. Et comme il est dit par Pierre-Paul Martini, quand la haine investit le peuple, les décideurs se lavent les mains dans l'eau de la division. Ensuite, donc là, on a vu ce qu'était radicalisme, extrémisme, donc extrémisme, division, racisme, etc. Et enfin, on atterrit au, entre guillemets, terrorisme. Et là où c'est important, c'est qu'on a un documentaire de Rudi Reichstadt qui veut allier complotisme avec djihadisme, terrorisme. Mais ce Rudi Reichstadt, c'est le premier dans ses sondages, dans ses discours, dans ses écrits, à dire que les adeptes du complotisme sont à 80%, voire plus élevés, des membres du Rassemblement national, des membres de la droite, des membres, bref, de l'extrême droite, etc., des radicalisés, comme il les appellerait. Mais dans le même temps, il nous dit que le complotisme rime avec djihadisme.
Il y a un problème, il se contredit, en fait. Ceux d'extrême droite, tu vas pas en voir beaucoup qui sont, musulmans et en plus de ça, même ça serait confondre en effet musulmans et djihadisme. Attention, hein, je fais pas l'amalgame non plus. Je préfère vous le dire. Mais déjà qui ont, on va dire entre guillemets, «un socle sur le livre» et les djihadistes, eux, ont le socle du livre, mais ont une dérive, d'accord? Ils prennent le livre, ils l'interprètent à leur façon et ils rentrent dans un mouvement sectaire. Chose qui n'est pas le cas pour la religion musulmane, comme pour la religion chrétienne, comme pour d'autres religions. Donc là, ça pose problème. Ça pose problème sur la liberté d'expression et ce qu'ils comptent en faire après de ce documentaire, de ce qu'ils nous partagent. Donc là, ils sont en effet, comme dirait Fanny, il est là pour la manipulation. Actuellement, j'essaie de rentrer en contact avec cette personne, comme avec d'autres personnes. Alors, on a une autre, personne, alors là, c'est complètement différent. Elle fait un travail, elle essaie de faire du débunkage ou autre, mais sans trop investiguer. Donc j'essaie de rentrer en contact avec elle. Elle s'appelle Aude, WT Fake. D'accord? Il y a certains peut-être qui doivent la connaître. Je suis entré en contact avec elle et je vais essayer d'échanger, voir s'il est possible d'organiser un live avec elle. J'essaye de contacter Rudi Reichsteit et Conspiracy Watch pour les mettre, face à leurs dérives, face à finalement leur manque d'investigation des sujets et voir ce qu'ils ont à répondre. Est-ce qu'ils veulent travailler dessus? Est-ce qu'ils veulent investiguer? Est-ce qu'ils veulent des pistes? Est-ce qu'ils veulent des documents sur lesquels travailler pour peut-être se remettre en question? Je ne sais pas. Je vais entrer en contact avec eux et vous aurez un retour sur ça. Puis il y en a d'autres avec qui je vais entrer en contact également. On va faire un peu de débunker le débunker. D'accord? Donc là, Georges Benyaoun et Rudi Reichstadt sont les auteurs d'un documentaire diffusé donc c'était, en 2018 sur France 3, une œuvre salutaire qui montre l'importance des théories complotistes dans le processus de radicalisation. Mais sauf qu'en fait, ils ont tous les médias. La plupart, 90 c'est ça, c'est complot, complotisme, théorie du complot. Mais ils allient tout ça ensemble. Ils divisent pas ce qu'est le complot, ce qu'est la théorie du complot, ce qu'est l'idéologie. Les médias, quand ils vont vous parler de complotisme ou de théorie du complot, ils vont vous mettre le nouvel ordre mondial avec le 11 septembre et avec la Terre plate. D'accord? Ils font un cocktail nauséabonde. Comme ça, vous ne voulez surtout pas aller toucher à ce cocktail. Mais en fait, ce cocktail, il faut le diviser en 3 parties. Tu as le complot, qui est un cocktail, voilà, qui est vérifiable par des faits, par des articles, par, des journalistes qui ont investigué, puis les journalistes d'aujourd'hui qui vont seulement sur le périmètre de l'information, mais qui ne veulent plus creuser pour chercher parce que ça prend du temps, parce que c'est fatigant. Bah, parce que évidemment quand tu creuses sur certains sujets, ça va pas te mettre, dans un état de joie, dans l'émotion de joie. Mais voilà, eux, ils préfèrent rester sur le périmètre. Leur billet, il est pareil. Chercher le scoop, non, bon, bah, voilà, c'est ça. Donc dans complot, moi, j'ai mis Paperclip, MKUltra, Nouvel Ordre Mondial, Géo-Ingénierie. C'est vérifiable, c'est dans des documents officiels. Ensuite, dans la théorie du complot, j'ai mis ce qui est du 11 septembre, ce qui est de l'homme sur la Lune, ce qui est Kennedy, ou encore des ovnis vaisseaux militaires, utilisant ce qui est nommé la MAD-MHD, qui est la magnéto-aérodynamique et la magnéto-hydrodynamique. Si vous souhaitez vous intéresser à ce sujet, vous verrez, c'est par rapport à des fluides, etc., pour naviguer ce qu'ils appelleraient l'énergie gratuite, l'énergie libre. Mais tout ça relève de la théorie, car on n'a pas assez d'éléments, d'accord? Pas assez d'experts pour affirmer que c'est vrai. À la différence du complot, Paperclip, MKUltra, Géo-Ingénierie, Nouvel Ordre Mondial. Et enfin, l'idéologie, c'est tout autre chose. L'idéologie, ça peut rejoindre un peu un mouvement sectaire, un radicalisme, un extrémisme. Je suis d'accord pour l'idéologie. Pour les 2 points, les 2 autres points, non. Les 2 autres points, c'est du questionnement et de l'information. Pour l'idéologie, oui. Terre plate, extraterrestre, hem, voilà, ce genre de choses. Extraterrestres, des géants sur la Terre, et j'en passe. Ça, c'est une idéologie. Donc les médias ont intérêt, par la suite et c'est des bunkers, des complots Rudi Reichstadt, Aude What the Fake et cetera, à comprendre, à différencier le complot, la théorie du complot et l'idéologie. Et au lieu de toujours pointer le complotiste, il va peut-être falloir pointer du doigt le comploteur ou les comploteurs. Continuons. Donc, toujours sur le même document, hein, par rapport à Rudi Reichsteit et son «documentaire» entre guillemets, voilà ce qu'il nous dit. Ces 2 discours nous semblaient suffisamment porteurs de questions pour justifier qu'on s'intéresse à l'articulation entre le complotisme et l'idéologie qu'il y avait derrière le terrorisme, qui est en train de nous frapper.
Donc là, ils sont capables de faire une différenciation entre complotisme et idéologie du terrorisme. Comment se fait-il qu'ils ne redécomposent pas tout cela? Alors oui, il y a des théories du complot qui sont graves, comme, celle de dire que les juifs, en gros, c'est derrière tout, oubliant qu'il y a sionistes, les ashkénazes, les séfarades et cetera, d'accord? Mais mélangeant tout, pareil, parce que les gens ne veulent pas forcément aller creuser les sujets. Donc voilà ce qui nous est dit. Nous parlons de l'islamisme parce que c'est bien cette idéologie qui, dans sa forme extrême, assassine aujourd'hui les dessinateurs, des juifs, des militaires, des policiers, des citoyens anonymes. D'accord, d'accord, d'accord. Après on voit, voilà ce qu'il nous dit. Pour qui regarde un tant soit peu honnêtement ce documentaire, il sera évident qu'il est tout sauf complaisant avec l'extrême droite. On y voit clairement Jean-Marie Le Pen embrasser les thèses complotistes sur les attentats du 11 septembre ou sur ceux de janvier 2015. On y voit la collusion entre certains islamistes et des personnalités évoluant à l'extrême droite comme Alain Soral, Dieudonné, Thierry Meyssan, etc. Fondation Jean Jaurès, qui est avec la Conspiracy Watch, Audi Reichsteit. Voilà ce qu'il nous a dit. Alors, Marine Le Pen est la personnalité politique qui capte le plus de suffrages des personnes les plus perméables au complotisme. Et là, donc, complotisme, il met quoi? Après, oui, bien entendu, il dit la France insoumise, Rassemblement national, voilà. C'est-à-dire que, à, alors, chez les sympathisants du Rassemblement national, 35%, plus la France insoumise, 29%. Donc, allez, les deux rassemblés, on est à, selon eux, 64% de la population. Enfin, du moins des complotistes, hein. Alors que, en effet, chez La République En Marche, ils ne sont pas complotistes. Mais normal, parce qu'à La République En Marche, ils font partie des comploteurs. Alors là, ce qui nous est dit, donc là, ils ont mélangé plein de choses ensemble, hein. Mais sauf que quand on s'intéresse au terrorisme, bah, on tombe sur des choses comme ça. Site Intelligence Group. Site Intelligence Group est une entreprise de très petite taille composée seulement de 3 personnes. Rita Katz, de nationalité israélo-américaine, exécutif directeur de site. Bruce Hoffman, de nationalité américaine, conseiller en tant que membre de la Rain Corporation. Rohan Gunartana, de nationalité sri-lankaise, conseiller en tant que directeur de International Center for Political Violence and Terrorism Research. Et ce qu'on nous dit en performance, c'est que les résultats des investigations de sites sont d'autant plus impressionnants qu'il s'avère que cette micro-entreprise a effectivement découvert des vidéos et le magazine d'Al-Qaïda avant même les services de renseignement. Étrange quand même, hein, qu'ils puissent découvrir ton information. Mais on va s'intéresser à la suite du sujet. Là, on va rentrer dans le cœur, dans le vif des sciences cognitives. Alors, je regarde rapidement vos messages. C'est étonnant quand même, hein, que ce soir il y ait si peu de monde. En tout cas, je vous remercie quand même d'être là. Toto, bonsoir. Chronologique, Fares, Dofre. N'hésitez pas à liker, partager autour de vous, hein. En plus, d'habitude, les lives que j'organise, ils ne sont pas partagés sur Twitter ou autre. Là, j'ai vraiment partagé un peu partout et pas grand monde. On a quelques rageux qui sont passés sans laisser de commentaires. 9 pour une fois. 9 dislikes. Ils font plaisir parce qu'en réalité, la plupart de ceux-ci s'effacent à la fin du live. Le Pen sera Dieudonné en effet. Ils sont à gerber, mais ils ont aussi une partie de raison. Quand disent qu'il faut être patriote, qu'il faut aimer sa nation, et cetera, ils ont raison. Utilisé par les élites pour emmener une division sociale. En fait, je pense que le live, j'aurais dû le déclencher à 21h. Il y aurait eu plus de monde certainement. Ils pointent du doigt les dissidents parce qu'ils ont besoin de ça pour instaurer leur sale loi martiale, pour faire un tri dans leur bétail que nous sommes. Mais non, il est marqué 69 visionnages, mais il y a 88 likes. C'est bizarre, non, c'est parce qu'en fait, Mouton Carré, tu as des gens qui viennent et qui repartent. Donc ils vont aimer, puis ils vont rester une demi-heure, 20 minutes et ils vont partir. Puis tu en as d'autres entre-temps qui viennent et qui aiment pas, tu vois, parce que tu me dis il y a 88 likes, mais aussi 9 j'aime pas, tu vois. Habituellement, on tourne autour de 2-3 j'aime pas, là. Ils s'en fait plaisir et tant mieux.
On n'a pas eu la notif. Ouais, c'est ça, en fait, je pense que c'est un problème de notification parce qu'habituellement, au minimum, on est 100-150 et puis des fois, on monte à 300-400 personnes, quoi. Donc là, c'est si peu pour, en tout cas, j'espère que vous appréciez quand même le travail qui est fourni. Ce qu'on va faire à ce moment-là, c'est qu'on peut s'arrêter là et je reprendrai la suite. Donc là, ça sera avec Serge Bonast, les vaccins et cetera. Comme ça, on va découper ça en 2-3 fois. C'est ça, la vérité. Ouais, ce qu'on va faire, voilà, on va s'organiser comme ça. Donc là, on est à la première partie, je pense que ça va être découpé en 3 ou 4 parties. Parce que vous voyez, on est quasiment à 1 heure et demie et on a abordé pour l'instant donc la conscience, le subconscient, les sectes, radicalisme, extrémisme et donc on a terminé par, ce qui est du terrorisme et on voit que, bah, voilà, c'est tout ça, c'est organisé. Et donc la première partie, on va dire, c'est vraiment vous avez vu cette définition, c'est c'est clair. Ah parfait. Donc ces définitions, c'est tout ça et la suite, c'est plus complet. Donc c'est pour ça que je préfère le diviser en 3 parties. La genèse du contrôle, sciences cognitives partie 1 du coup, donc là, c'est la présentation rapidement de ce qu'est la science cognitive, conscience, subconscient, secte et cetera. Et la partie d'après, ça va être vraiment le cœur du sujet. Donc le cœur du sujet, ça va être le mentalisme, le comportementalisme, les expériences qui ont eu lieu, le MK Ultra, Wilhelm Wundt, la psychanalyse et le marketing. Puis après, il y aura, l'autre partie, la dernière qui sera la linguistique, neurosciences, transhumanisme, posthumanisme, connexionnisme, intelligence artificielle et réseau de neurones. À quelle heure la deuxième partie? Alors je ne sais pas si je vais la faire directement ou on va voir. Si je la fais, ça sera sous les coups de 21:30, 21:45. 21:30, 21:45, je pense, on va envoyer. En effet, Serge Monast est un vrai lanceur d'alerte et comme je vous expliquais, donc là, maintenant qu'on est en fin de vidéo de la première partie, donc les gens qui ont vu cette première partie, n'hésitez pas à rester connectés. Il y aura partie 2 et partie 3 qui auront lieu en live. Donc je vous en dirai plus sur les réseaux sociaux et activez la cloche pour recevoir la notification. Donc je termine rapidement, sur un autre point. C'est comme je vous l'expliquais juste avant, je rentre en contact avec des personnes. Mon Rudi Reichstadt, il y a pas de réponse pour l'instant. Conspiracy Watch m'a bloqué carrément, mais je suis rentré en contact avec une personne qui s'appelle Aude WT Fake, qui notamment dit que les puces RFID et cetera, c'est n'importe quoi, du moins c'est du complotisme. Donc déjà, j'essaie de lui apprendre à différencier complot, théorie du complot, idéologie. Ensuite, je vais lui envoyer des articles et cetera pour qu'elle investigue le sujet et pas qu'elle soit juste sur le périmètre et de quelques membres, j'allais dire adeptes, non plutôt membres quand même, parce qu'on n'est pas dans une secte, on est dans un mouvement qui essaye de débunker, qui essaye d'apporter de la vérité. Ce qui est très bien parce on sait que la vérité, c'est notre avenir. Nul avenir ne peut être forgé sur du mensonge. Je ne reçois plus de notifs moi non plus. Oui, c'est ça, c'est bizarre, hein. Je l'ai vu sur le fil d'actualité, OK. Moi, je n'ai pas reçu de notif. Wizard, pareil, OK. J'essaie de voir s'il y a un problème avec ça, mais je ne te suis pas souvent. J'ai la notif partager tes connaissances et tes analyses est une bonne chose étant donné le degré d'analyse et de soin que tu mets à creuser les sujets. Merci à toi, Fares. Ton message en plus est bien argumenté, excellent. Je te remercie. À toutes, Micha Marin. En système. Alors pourquoi en Israël les enfants sont en train d'être pucés? Non, 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 en système. Il ne faut pas confondre une information que tu as eue sur un ou deux journaux et ce qui se passe. Ce qui a été proposé, et pour l'instant, on n'a pas assez d'éléments pour le savoir, c'est entre guillemets, il parle de puce, mais c'est pas de puce RFID, c'est pas ce genre de choses. Ce serait plutôt un bracelet qui fait que on met un bracelet aux enfants et quand ils sont trop près, bah, un peu comme quand tu tapes dans une voiture qui a son antivol, bah, ça se déclenche. Là, ça serait la même chose par rapport à la distance. Si il y a trop d'enfants rassemblés au même endroit, par exemple 3, 4, 5, etc., alors il y a une alarme qui se déclenche pour qu'il y ait un surveillant, un adulte, certainement, qui vienne sur les lieux et les disperser pour pas qu'il y ait de contamination. Alors, je comprends très bien que pour que ça soit un scandale, mais pour l'instant, c'est pas mis en place. Pour ce qui est du projet ID 2020 et non ID 2020 comme certains le nomment, c'est ID 2020. C'est l'identification 2020. Ça peut pas être plus clair que ça. C'est par rapport au site officiel et les Nations Unies ont partagé le programme qui est de munir 1,1 milliard de personnes dans les pays pauvres, surtout au niveau de l'Afrique et du Moyen-Orient, d'une identité numérique. Lorsqu'ils migrent, lorsqu'ils fuient la guerre et cetera, au moins, il y aura un fichier sur eux. Ils ne seront pas sans identité.
Alors pourquoi donc ça c'est bon, ça c'est lu. Moi j'ai reçu la notif. OK Virginie. Donc il y en a certains qui reçoivent, d'autres qui reçoivent pas. Il faut donner un dico aux ignorants. Et très intéressant. Merci à toi Stratosphère. Moi j'étais préparé. J'étais prépa un drone pour les avertir. Autrement, oui, tout à fait chronologique, un drone. Même avec la cloche, ça ne déclenche pas non plus. D'accord, Stratosphère. C'est étrange. C'est étrange, c'est étrange. Bah, essaie d'actualiser, de voir si elle est bien pareil, Mouton Carré, essaie d'actualiser. Bah, écoutez, on échange encore 5 minutes à peu près. Je vais vite fait aller manger et cetera, puis on reprendra ça après. Êtes-vous toujours connectés? Donc vous allez voir, hein, la suite du sujet, c'est du lourd. Moi, j'ai reçu la notif, Mika Marin. OK. Bon, bah, écoutez, je vous remercie en tout cas d'avoir été présent et restez connectés. C'est-à-dire regardez d'ici 1 heure à peu près si j'ai lancé un live. Il se peut que ça soit ce soir ou pas, mais je pense que je vais relancer un live partie 2. Pas si étrange, Féno, quand on dérange. Pour les notifications. Sur le site du ministère de l'Éducation nationale, cherchez Covid-19 et risque de dérive sectaire. Ils veulent fliquer les dissidents par le biais des enfants, en fait, en interrogeant les enfants. Alors, Liliane Redon, je ne sais pas si tu viens juste d'arriver, je t'invite à remonter un petit peu avant ce live-là, d'accord, en replay, et tu vas voir, on en a parlé. On a parlé des 2 documents qui sont sur le site officiel de l'éducation de Paris, un truc comme ça. Live tout à l'heure, Féno, tout à fait, Eto. Je reviens d'ici 1 heure à peu près pour la partie 2. N'hésitez pas en attendant à partager l'information qu'il va y avoir la suite, hein. Il y a ma cloche, c'est le bloc. OK. Tu as pas répondu à ma question, excuse-moi, Denis. Alors attends. Denis. Alors si tu peux la remettre, parce qu'à mon avis, il faut que je remonte haut. Oui, OK, on reste tout court et on ouvre une autre page. De toute façon, je vais organiser une page pour la partie 2. Bon après merci à toi, Dof. Je serai là aussi. Merci Toto Coucou Nieto. OK, merci. À plus, à tout à l'heure, Sainte Rucilion. Bon bah écoute, Denis, tu me reposeras ta question tout à l'heure du coup. Ceux qui n'ont pas encore mangé, bon appétit et on se retrouve d'ici 1 heure. Je vais lancer une page pour que voilà, vous soyez informés. À tout à l'heure.